Ça y est. Hop. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous donne juste. Alors, est-ce que vous avez le live? Non? Non. Non, pour l'instant, non. Il y a marqué live sur Facebook en haut à gauche, mais Oui. sur Facebook, on ne voit pas. Alors, ça y est, je vous envoie copier le lien. Voilà. Donc, c'est... Il y a des enfants. Bonsoir, bonsoir à Clarisse, Frédéric et David. Nous sommes en live sur Facebook avec vous ce soir. Je vous remercie d'être là déjà avec nous. Donc, vous êtes engagés avec tous les parents de France dans notre lutte pour la protection de nos enfants. Et en particulier, aujourd'hui, le sujet qui nous rassemble, c'est le port du masque à l'école. Donc, je voudrais déjà vous laisser la parole pour présenter votre collectif et puis présenter votre action qui a déjà été menée avec certains collectifs de parents pour justement faire appel devant les tribunaux pour ce masque qui est imposé à nos enfants à l'école. Je vous laisse la parole, Clarisse. Oui, merci Sheila. Merci de nous inviter sur ce live et qu'on puisse un peu effectivement discuter avec tous ceux qui le suivent. Donc moi, je m'appelle Clarisse Sand, je suis avocat barreau de Paris depuis une quinzaine d'années. Et avec Frédéric Niel et David Buison qui sont présents ici sur le live, nous avons engagé un combat, on va dire, de titan pour effectivement contester un certain nombre de mesures, la plupart des mesures restrictives de liberté, et en particulier ces derniers mois sur le port du masque des enfants depuis après la rentrée de la Toussaint. Pourquoi ce combat? Parce que ce qui est important d'imaginer, c'est que autant un adulte est capable de vivre la crise sanitaire en comprenant intellectuellement les enjeux, même s'il ne les partage pas forcément, mais en tout cas en ayant suffisamment de recul pour comprendre les restrictions de ses libertés, c'est beaucoup plus difficile pour les enfants. Les enfants n'ont pas, enfin, si chacun des parents ici présents sur le live ont pu le voir à leur petit niveau, au niveau de leurs enfants, les enfants n'ont pas la parole dans cette crise sanitaire. Et c'est toujours très compliqué de défendre ce qu'on appelle en fait des cas vulnérables que sont les enfants, puisqu'ils ne sont pas en mesure en tant que tels de pouvoir exprimer comme un adulte comment ils vivent cette crise sanitaire. Et c'était pour nous très important de pouvoir réagir, soit parce que nous sommes parents, mais surtout parce que nous sommes avocats et que notre cœur de notre vocation, c'est de défendre la liberté. Donc, ce travail, il est effectivement destiné aux enfants, mais il est général, puisqu'on a eu l'occasion par Click and Requête de pouvoir déployer un certain nombre de recours, donc de donner notre savoir-faire à n'importe quel citoyen, afin qu'il puisse porter sa cause devant les juridictions. Alors, je fais bref, parce que je vais laisser peut-être Frédéric Niel et David expliquer ce qu'on a fait pour les enfants, mais j'aurais juste un petit message d'importance. Nous sommes au mois de janvier 2021 et
je sais qu'il y a beaucoup de parents ici qui ont pu soit se battre d'un point de vue individuel, soit s'engager dans des recours avec d'autres collectifs en s'imaginant que c'était très compliqué et qu'il fallait, avec une certaine désespérance en fait, à obtenir une décision qui pourrait être favorable ou en tout cas qui viendrait ménager en fait les intérêts de l'enfant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes dans une situation juridique exceptionnelle et qu'un combat judiciaire ne se fait pas en une journée. Donc, ce n'est pas parce que ces dernières semaines ont été très compliquées que les perspectives de 2021 sont un peu compliquées aussi et qu'effectivement, on est dans un stade où le gouvernement a tendance à vouloir étendre l'état d'urgence sanitaire, qu'il ne faut pas continuer à se battre et on aura l'occasion d'expliquer comment. Donc, c'est un travail de longue haleine qui doit être considéré par chaque personne. Donc, le courage d'engager un combat qui est fait individuellement doit être porté de manière continuelle. Sinon, ça sera la désespérance qui gagnera et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc voilà, je voulais juste… Oui, tout à fait. En fait, vous avez raison. En fait, nous, quand on s'est engagé, on ne pensait pas avoir autant de mal à nous faire entendre. On avait cette espèce de, on va dire, d'utopie judiciaire. Alors pourquoi? Parce que c'est une période incroyable. C'est-à-dire c'est la première fois qu'autant de personnes on va dire, se frottent à la matière juridique. Je pense que dans votre vie, vous n'avez pas eu l'occasion d'aller devant des juridictions. Enfin voilà, je pense que tout un chacun n'a pas eu l'occasion de le faire. Et en fait, c'est la première fois que vous découvrez comment ça marche concrètement. Et donc, c'est très déstabilisant parce qu'on est dans un monde où on veut tout de suite. Et le temps judiciaire, c'est un temps qui est un peu plus long, qui se construit petit à petit. Alors, c'est comme le petit poussé qui met des petites graines sur son chemin, c'est exactement pareil. Et c'est ces deux mondes-là qu'il faut que vous compreniez et qui ne veut pas dire que c'est désespérant et que c'est inutile ou que c'est compliqué. Alors, ce n'est surtout pas inutile parce que de toute façon, je ne suis pas d'accord avec les discours qui avancent le fait que nous sommes en dictature parce que non, parce que nous avons encore des voies, encore des solutions et des chemins que nous pouvons emprunter en tant que citoyens pour arriver à nous faire entendre. Donc la voie juridique, c'en est une, et la voie administrative et politique que nous sommes également en train de mener en partenariat avec votre participation. Donc, je laisse la parole pour un peu plus d'explications sur vos actions à Frédéric. Oui, bonsoir. Donc, moi, je suis avocat au barreau de Paris et je suis accessoirement associé à Clarisse. Donc, nous, on a un cabinet qui est un cabinet essentiellement de droit des affaires historiquement, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de droit fiscal et de droit pénal des affaires, et puis on fait du droit pour les sociétés, etc. Et puis, au mois de mars dernier, quand il y a eu le premier confinement, enfin ce qu'on appelle maintenant le premier confinement, à l'époque on pensait que ça serait le seul, on a, comme tout le monde était un peu abasourdi par ce qui s'est passé, et puis très rapidement on a analysé en fait notre situation. Je ne parle pas pour les avocats, la situation des citoyens qui se retrouvaient un peu comme en matière pénale, assignés à résidence, c'est-à-dire sans pouvoir bouger, sans pouvoir sortir de chez soi, et c'était inédit. Et donc, on a rencontré à ce moment-là David Guyon, qui se présentera juste après, qui est avocat au barreau de Montpellier, un petit peu par hasard et sur Facebook, pour tout dire. Et on a décidé tous les trois de mener une action juridique devant les juridictions administratives, parce que ça nous semblait et ça nous semble toujours être une action qui a du sens, puisque les textes qui régissent tout l'état d'urgence sanitaire sont des textes administratifs, des décrets ou des arrêtés, qui donc doivent être combattus devant les juridictions administratives qui sont compétentes pour ça. Donc la première action qu'on a menée, c'était une action donc de contentieux administratif pour le compte de secteur économique, et en l'occurrence, c'était pour des restaurants. Parce que les restaurants ont été parmi toutes les entreprises qui ont été fermées, les premières à avoir été fermées de manière très brutale, puisque si on s'en souvient, je crois que c'est le soir du 16 mars ou du 14, enfin en tout cas la veille des élections municipales,
le Premier ministre a annoncé à 19h30 que les restaurants, les cinémas, les salles de spectacle, etc., fermeraient le soir même à minuit, c'est-à-dire 4 heures plus tard. Nous, Clarisse et moi, on a dans nos clients classiques, je dirais, du cabinet, on a des restaurateurs, et les restaurateurs nous ont appelés dès lundi en disant, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? On a perdu tout notre stock, on n'a pas eu le choix, on a tous les gens qui sont à l'arrêt, on a 15, 20, 25, 30 salariés parfois, et on ne sait pas comment on va faire. Et en fait, il n'y avait pas le mode d'emploi, le vademecum qui est venu après, n'a pas été donné quand on leur a dit, vous fermez. Donc je ferme le rideau et je ne sais pas quand je vais l'ouvrir. Alors les restaurants ont rouvert, et puis d'autres secteurs, par exemple les boîtes de nuit, depuis le 14 mars dernier, n'ont toujours pas rouvert. On est bientôt le 14 mars 2021. Donc, ça va faire 1 an que ces gens-là n'ont pas d'activité. Bref, ça a été le premier combat. On a donc été devant le Conseil d'État pour contester ce fameux décret de fermeture imposant la fermeture aux restaurateurs. Et on a eu la chance, et j'insiste bien sur ce terme, la chance d'être audiencé, c'est-à-dire d'avoir l'occasion de s'exprimer devant le Conseil d'État pendant plus de 2 heures. On a fait des requêtes qui étaient extrêmement denses, extrêmement importantes, qui faisaient plus de 100 pages. On a tenu un argumentaire, j'ai la prétention de dire solide, à la fois par écrit et pendant l'audience, où on était tous les 3 présents. Malheureusement, il y a eu un rejet du Conseil d'État. Alors, ce n'est pas tout à fait un rejet, c'est-à-dire qu'en fait, au moment où ils ont rendu l'ordonnance, le texte sur la fermeture des restaurants n'existait plus, et ils avaient le droit de rouvrir dans certaines conditions, avec des terrasses dans les zones oranges, etc. Donc, en fait, il n'y avait plus lieu à juger. Entre guillemets, on s'est fait un peu fait couillonner par le délai qui nous a été imposé par le Conseil d'État. La deuxième étape de ce combat, c'est qu'ensuite, on a mené la même chose pour les discothèques, pour des salles de sport, et puis de manière plus sporadique. David en parlera, je pense, derrière, pour des individus, tout simplement, des particuliers, contre le port du masque en population générale, à l'extérieur, des choses comme ça. Et puis, lorsque, au mois de septembre, on a commencé à nous parler médiatiquement de la deuxième vague, de l'imminence de la deuxième vague, du retour de la deuxième vague, etc., on s'est longuement posé la question de ce qu'on pouvait faire, sachant que pour nous, le combat pour les libertés, c'est un combat fondamental, c'est l'argument de masse, ou en tout cas, c'est ce qui sous-tend, pour chacun de nous 3 en tout cas, ce pourquoi on a fait cette profession. Défendre, 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 et en particulier les libertés. Donc, on s'est dit, ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? C'est tout le travail qu'on a fait, c'est le mettre à disposition de chacun. Au départ, on voulait le faire de manière payante, et puis on s'est dit, ça va être compliqué, il y a des problèmes déontologiques à l'intérieur de notre ordre, les avocats. Donc, on a créé une plateforme qui s'appelle donc Click & Requête, sur laquelle on a mis en place et à disposition de tous, je crois, 7 ou 8 requêtes à l'époque, avec un mode d'emploi pour que chacun puisse disposer des outils juridiques, des moyens juridiques, pour contester une mesure qui lui était propre, le port du masque pour les enfants, le port du masque en population générale, la fermeture de tel ou tel commerce, soit pendant les premiers couvre-feux, les 8 ou 12 couvre-feux qu'il y a eu au mois d'octobre, soit après pendant le confinement, ce qu'on appelle maintenant le deuxième confinement. Et toujours en l'état actuel des choses, on est sorti du confinement, mais on est toujours en couvre-feu à 18h, à 20h, etc. Et pour parler de ce qui vous anime particulièrement, le port du masque pour les enfants à partir de 6 ans, ben, il existe toujours. Et on a tendance à penser, malheureusement, qu'il risque d'exister pendant très longtemps. Donc l'idée, c'était de donner les moyens juridiques développés à l'aide de tout notre travail à la disposition de chacun. On a eu beaucoup de visites sur ce site, on a eu beaucoup de gens, je pense, qui sont allés télécharger les requêtes. Là, on n'a pas le recul, on n'a pas le chiffre exact, c'est combien de gens qui sont allés sur Click & Requête ont véritablement déposé des requêtes devant le Conseil d'État ou pour d'autres sujets devant les tribunaux administratifs. On est chacun de nous 3 en contact avec quelques personnes donc, qui ont déposé ces requêtes, qui ont été rejetées, malheureusement, pour l'instant. De moi, ce que j'en sais, je suis une personne en particulier qui a fait 2 fois déjà un dépôt de requête, et à chaque fois qu'elle a fait son dépôt de requête, c'était avec d'autres personnes, c'était mutualisé. Et la dernière qui a été rejetée, il y avait 186 requérants sur la même requête, donc à partir du même texte. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on continue à faire. Alors nous, on n'est pas un collectif, c'est-à-dire qu'on met à disposition notre compétence, notre savoir-faire, etc., au profit de tous ceux qui considèrent que l'état actuel des choses n'est pas
proportionné, c'est bien le terme, au but recherché. Le but recherché, c'est évidemment un but sanitaire, mais ça ne peut pas être au détriment de nos propres libertés. C'est-à-dire que c'est l'équilibre entre la liberté au sens large, les libertés au sens large, y compris la liberté économique, mais aussi la liberté d'agir, de se déplacer, etc. Et puis la recherche d'une sécurité sanitaire. Voilà. Alors moi, ce que je comprends en fait, c'est que vous êtes des amoureux de la liberté. Et c'est très bien parce que du coup, vous avez pris une initiative. Vous avez voulu donner l'impulsion pour faciliter l'entrée dans l'action de tous les citoyens. Et pour ça, je pense que déjà, il faut vraiment vous remercier et prendre en considération le travail que vous avez fait et que je pense aussi que tout le monde doit être conscient, toutes les personnes, tous les parents qui vont aller télécharger ces requêtes, il faut absolument soutenir le travail de Click and Requête. Donc, ce ne sont pas des requêtes qui sont payantes, mais il faut absolument, vous avez une cagnotte qui est présente sur la page. Donc, il faut absolument participer à cette cagnotte parce que ça va aussi permettre d'avancer et de travailler plus sereinement pour tous les avocats qui nous soutiennent. Donc, moi, c'est vraiment un message que je fais passer à tous les parents qui téléchargent, et même tous les citoyens, en fait, qui téléchargent ces requêtes. Voilà, ayez en considération le travail qui a été fourni derrière et participez à cette cagnotte parce que si on aurait dû le faire chacun en ayant pris un avocat individuellement, franchement, ça nous aurait coûté quand même beaucoup plus cher. Donc ça, c'est important quand on télécharge de faire une contribution parce que ça montre aussi que nous, on est reconnaissant envers le travail des avocats qui nous soutiennent. Et donc, David, si vous pouvez aussi donc, donner un petit peu la suite des actions ou le complément qui n'ont pas encore été donnés par Clarisse et Frédéric. Bien sûr. Si je suis là, effectivement, je vais essayer de ne pas redire ce qui a été brillamment exposé par mes deux prédécesseurs. Donc, je suis David Guillon, je suis avocat au barreau de Montpellier. Alors, moi, je fais initialement plus du droit public. Donc, j'avais, on va dire, dans ma clientèle, petite clientèle d'avocats, collaborateurs, quelques personnes pour contester les mesures qui avaient été prises à partir du 14 mars 2020. J'avais fait un premier recours. Et notamment, dans ce premier recours, j'avais défendu notamment la question de la mise en bière immédiate avec des personnels soignants. Ce premier recours a fait que j'ai pu rencontrer de cette manière donc Clarisse Sand et Frédéric Niel. C'est ainsi qu'on a échangé, qu'on s'est dit qu'on pouvait mettre en commun nos compétences qui pouvaient se rejoindre sur cette question donc, des libertés, de la défense des libertés. Et on a commencé à engager un processus à partir donc, du mois d'avril 2020 jusqu'à là très récemment encore, novembre-décembre, où on s'est demandé comment est-ce que l'on pouvait continuer à pouvoir contester les mesures liberticides qui commençaient à se pérenniser dans le temps, tout en essayant de lever deux difficultés. La première, la difficulté qui était que c'est toujours très difficile d'aller rencontrer un avocat. Psychologiquement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, comme l'a dit tout à l'heure Clarisse, qui n'ont jamais rencontré finalement d'avocat ou qui sont allés en justice pour porter finalement une contestation. Donc ça, c'était la première difficulté. La deuxième, la difficulté financière, puisque bien entendu, d'aller voir un avocat, ça représente un coût. Et on trouvait que c'était important que ces deux difficultés soient levées, d'où finalement le site clickandrequête.com qui nous a permis finalement de mettre gratuitement à disposition de toutes les personnes intéressées des modèles de requêtes avec un argumentaire juridique qui est finalement le fruit de notre travail durant le premier confinement, qu'on a mis donc sur le site internet et que l'on réactualise très régulièrement puisque depuis la mise en ligne du site Click and Requête, les décrets ont évolué. Donc là, en ce moment, on est sur le couvre-feu, mais on pressent quand même qu'on va repasser sur un confinement et donc bien entendu, à chaque fois, il faut donc mettre à disposition de nouvelles requêtes. On a la question du port du masque pour les enfants, mais on a aussi d'autres requêtes pour les restaurateurs, les discothèques, pour la question du port du masque en extérieur. Et l'objectif, c'est que
finalement, avec le financement participatif, le site puisse continuer de fonctionner, que l'on puisse avoir des moyens supplémentaires finalement pour pouvoir produire des requêtes toujours plus argumentées, répondant à de plus en plus de difficultés. On le voit récemment, la difficulté du couvre-feu avancé à 18 h. Ce sont des arrêtés préfectoraux. On souhaiterait pouvoir proposer un modèle de requête sur ces nouvelles questions. Et encore une fois, voilà, c'est du temps que l'on met à disposition en dehors de notre activité habituelle. Et ce temps, il est financé grâce au soutien financier des utilisateurs de Click and Requête. Alors, si vous avez 30 secondes, je voulais juste reprendre avec vous. J'ai des chiffres en fait du nombre de passages, du nombre de téléchargements de requêtes. J'étais en train de rechercher ces chiffres quand Frédéric en parlait. Alors, si vous avez juste 30 petites secondes. Donc, il n'y a pas de souci. Effectivement, ça c'est important. Depuis le 16 novembre, c'est 82 626 visites sur le site Click and Requête. Et depuis, pour le téléchargement, nous sommes donc à 3261 téléchargements. Donc, on le voit, si ne serait-ce 82 626 personnes avaient mis ne serait-ce qu'1 euro sur le site, aujourd'hui, effectivement, les actions que l'on souhaiterait engager devant la Cour européenne des droits de l'homme et à la fois la plainte en manquement devant la Commission européenne pourrait largement être financée grâce à cette contribution. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure avec mes deux confrères. C'est la prochaine étape. Ouais. Click and Requête est finalement le véhicule qui nous permet de porter des contestations devant les juridictions nationales. Ce ne sont pas des contestations qui sont inutiles puisque nous sommes obligés d'épuiser les voies de recours internes, c'est-à-dire d'aller au bout de la demande sur le plan juridique national. Et une fois qu'on est arrivé donc au bout de cette demande, on peut dans ce cas-là passer à l'étape supérieure qui est donc la saisine des juridictions internationales. Je pense qu'on va en parler un peu plus avec vous. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la suite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que malheureusement, aucun référé, et il y en a eu pas mal, n'a trouvé véritablement un succès. Donc, n'a pas été, ou alors peut-être sur des référés sur lesquels vous avez réussi à faire reculer certaines conditions, comme dernièrement j'ai vu passer. Effectivement, Sheila, en fait, il faut préciser plusieurs choses, je pense, sur le référé. La première chose, c'est que les référés, ce sont des mesures qui sont prises toujours au regard de la situation du requérant. C'est-à-dire qu'il faut que la personne qui saisisse le Conseil d'État démontre que dans sa situation particulière, il y a une atteinte qui est tellement insupportable qu'on doit suspendre les effets du décret. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est qu'un référé liberté n'a pas ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire que s'il y a une évolution de la situation de droit ou de fait, on peut réengager un nouveau référé. Après, également, dernier point, je pense que c'est faux de dire que nous n'avons jamais gagné. Il y a eu des victoires devant le Conseil d'État, mais ces victoires sont toujours parcellaires, c'est toujours des petites victoires, mais on va en citer 3-4 juste comme ça pour mettre fin un petit peu à ce débat qui me paraît important. Premier débat sur la question des bicyclettes. Au courant du premier confinement, on ne savait pas si on pouvait utiliser donc, un vélo comme moyen de locomotion. On a une association de cyclistes qui a fait un recours et qui a gagné le Conseil d'État. Donc, on a su à partir du mois d'avril qu'on pouvait utiliser un vélo. La deuxième sont les lieux de culte qui, au courant du déconfinement, ont pu réouvrir à compter du 18 mai 2020. Et puis, très récemment, là, c'est la question notamment des lieux de culte avec la jauge à 30 personnes qui, au courant du mois de novembre, donc, a permis également de gagner devant le Conseil d'État. Donc, on le voit, on arrive à gagner. Mais simplement, c'est marginal. Cela veut dire que finalement, il est important de mener ces combats. Et c'est pourquoi il faut utiliser les requêtes de Click and Requête. Oui, il faut de toute façon faire appel en fait aux voix, comme je disais tout à l'heure, aux voix qui sont encore ouvertes, même si on est en train d'en perdre petit à petit au niveau de nos libertés, il nous en reste et il ne faut surtout pas lâcher celles qui nous restent. Et d'ailleurs, donc, pour compléter ou pour continuer ce que David a dit, donc Clarisse, tu peux nous dire du coup la suite, comment est-ce qu'on peut l'envisager, comment est-ce que vous la préparez? Alors, tous ceux qui ont fait des recours devant les juridictions nationales, quand on fait un référé liberté, par exemple, ou un référé suspension, et ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc c'est ce qu'a dit David, c'est pas parce que ces requêtes ont déjà été utilisées dans le cadre du Conseil d'État que tous les parents qui n'ont pas
encore procéder à une telle action ne peuvent pas le faire. Ils peuvent continuer à le faire parce que c'est la situation au jour de l'introduction de la requête qui compte et pas du tout, et la situation particulière du requérant. Toutes ces personnes-là, dès lors qu'elles ont fait ce recours et qu'elles ont perdu, il y a la possibilité en fait d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que disait David, c'est-à-dire que on a perdu devant une juridiction nationale. Toutes les juridictions nationales de l'Union européenne peuvent ensuite s'engager dans un combat vis-à-vis et déposer une requête devant les cours européennes, la Cour européenne des droits de l'homme. Ce qu'il faut savoir, alors ça, c'est encore quelque chose qui est très, très difficile pour le citoyen lambda, puisqu'effectivement, c'est très rare qu'on engage sa situation devant cette Cour internationale. C'est un recours qui est très spécifique et donc qui demande qu'on ne peut pas processer de la même manière qu'on a fait sur Click and Requête. Et donc, l'idée, c'est que vous faites tous partie d'un collectif. Un collectif en tant que tel ne peut pas porter juridiquement une affaire devant cette cour et ne peut pas le faire non plus devant les juridictions nationales puisqu'elle n'a pas de personnalité juridique. Et donc, il faut que tous les parents, ceux qui ont fait appel, ceux qui ont introduit des recours et même ceux qui ne l'ont pas introduit, puissent en fait se structurer. Et ça, c'est extrêmement important dans le cadre soit d'une association, soit d'un regroupement juridique qui a la possibilité d'ester en justice et qui permettrait en fait de rassembler ces parents dans une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. Une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'est très contraignant en termes de recevabilité. Mais c'est faisable. Nous l'avons fait pour un certain nombre de clients aujourd'hui sur des restaurateurs ou des discothèques. C'est en cours de recevabilité. Mais cette étape-là, elle suppose que tout le monde en fait s'engage dans un groupement. Si personne ne le fait, il est strictement pas possible de processer et de vous dire, bah voilà, vous allez vous-même pouvoir porter plainte, pouvoir en fait engager une action dans la Cour européenne des droits de l'homme. Donc cet espace-là d'organisation est nécessaire et je pense que c'est quelque chose dont Sheila vous parlera, mais si vous vous structurez pas, on ne peut pas engager des milliers de recours ou même une centaine de recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ensuite, il y a une autre action qui n'a pas besoin de passer par « je dois saisir la juridiction de mon pays ». Cette autre action, elle peut être portée par toute personne physique ou morale, donc les parents peuvent porter cette action directement, ce qu'on appelle un recours en manquement, non pas devant la Cour européenne, mais devant la Commission européenne, qui est saisie d'une demande considérant que l'État dans lequel vous vivez ne respecte pas un certain nombre de libertés et a effectué des atteintes graves à ces libertés, et notamment le port du masque des enfants. Ce qui est compliqué dans le port du masque des enfants, c'est que vous avez tous pu entendre parler des différentes décisions qui sont portées. Et d'ailleurs, j'attire votre attention sur le fait que ce combat juridique est nécessaire parce que dans les protocoles sanitaires des établissements scolaires, ils détaillent les jurisprudences qui sont intervenues ces derniers mois sur le port du masque pour enfants pour en ce moment confirmer leur position sur le port du masque. Mais on voit bien que la sensibilité de toutes le ministère de l'enseignement, excusez-moi, pas de l'enseignement supérieur, mais de l'éducation nationale, qui est très, 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 très regardante de ce qui se passe d'un point de vue jurisprudentiel. Donc, il faut toujours maintenir la barre d'un point de vue judiciaire, mais il faut aussi bien se rendre compte que si on n'emporte pas un débat plus haut, on n'y arrivera pas. Donc, sur le port du masque pour les enfants, nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'effectivement, qu'il y ait suffisamment de personnes qui puissent s'engager dans ce qu'on appelle un recours en manquement. Un recours en manquement, c'est une plainte, on peut dire que c'est une plainte, qui demande aussi un travail de fond extrêmement important. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes en lien avec d'autres confrères qui sont dans d'autres pays et qui portent aussi cette volonté d'agir à travers des collectifs. Et de la même manière, la structuration va permettre d'avoir, soit devant la Commission européenne, soit devant la Cour, suffisamment de poids. Et c'est ça le sujet. C'est-à-dire qu'une personne qui porterait son affaire devant la Cour peut effectivement gagner ou devant la Commission, mais plus vous serez nombreux, plus ça aura d'impact. Et c'est un travail tellement colossal que c'est même totalement impossible de le financer seul.
une action en manquement, c'est des centaines d'heures de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'on recollectionne la totalité de ce qui s'est passé, qu'on démontre à la commission ce qui s'est passé à l'État français, sachant que la commission, elle gère plusieurs pays, donc elle n'est pas au fait de toute l'évolution normative en France. Donc il y a tout un travail pour expliquer ça. Et la raison pour laquelle aussi c'est un recours qui est extrêmement important, notamment sur le port du masque pour enfants, c'est que vous avez bien vu tous que nous n'aurons pas d'études d'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est à nous de construire cela. Donc, dans ce recours, nous voulons démontrer un certain nombre d'études que nous, on essaye de faire par nous-mêmes. Sachez que vous en avez fait oui, une. Voilà. C'est-à-dire que sur Click and Requête, et je demande à tous les parents de faire participer leurs enfants, on a mis un QCM pour reprendre le ressenti des enfants sur le port du masque. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 élèves qui ont rempli ce questionnaire, qui est assez effarant dans la mesure où les réponses sont très tranchées. Donc, on a véritablement, il y a plusieurs questions, notamment une sur est-ce que tu supportes, qu'est-ce qui est le plus dur pour toi à vivre dans ta vie dans cette crise sanitaire? 98% des enfants disent le masque à l'école. Donc, c'est qu'effectivement, c'est quelque chose qui est très important pour eux. Et ce questionnaire qu'on veut étoffer au maximum avec un maximum d'enfants va permettre de donner cette étude d'impact que le gouvernement ne veut pas mettre en place. Oui. Et on pourra porter ensuite devant la commission ou devant la Cour si on s'engage plutôt sur une saisie de la Cour européenne. Donc, tout ça, ça demande un travail colossal de la part des parents. Tout à fait. Et c'est aussi une coordination entre nous, avocats, qui avons effectivement cette expérience de pouvoir argumenter juridiquement, mais la matière, c'est vous qui l'avez. Oui. Donc, on essaye de travailler justement sur cette matière et on essaye de travailler également sur la cohésion de tous ces parents à travers toute la France qui aujourd'hui sont engagés en fait vraiment pour protéger leurs enfants et défendre leurs droits. Mais on n'est pas, encore une fois, des professionnels, on tâtonne, mais j'ai tout espoir que nous allons y arriver. Alors moi, je voudrais demander donc à Frédéric, donc là, Action 21, Lyon 69 est en train de mener une action qui est un petit peu une action de pression politique, médiatique sur le gouvernement, qui consiste à demander par voie de députés et sénateurs de recevoir une délégation. Donc, un travail qui peut-être aurait dû être fait en amont par le gouvernement, puisque avant de nous balancer comme ça un protocole sanitaire 48 heures avant, peut-être donc concernant les enfants, consulter les parents, avoir une consultation un peu plus ouverte au niveau des citoyens. Donc, comme ça n'a pas été fait en partant du haut vers le bas, nous, ce qu'on demande, c'est que ça soit fait du bas vers le haut, c'est-à-dire aujourd'hui, les parents engagés, donc sur tous les collectifs de France, ce que l'on veut, c'est demander une ouverture de dialogue avec le gouvernement. Et le gouvernement, en particulier les ministres concernés, c'est-à-dire le ministre de l'Éducation, M. Blanquer, et le ministre de la Santé, M. Véran, qui sont à l'origine de ce protocole sanitaire qui est intitulé ainsi. Sur cette action, Frédéric Niel, vous êtes associé en tant que binôme de Séverine Mana, puisque comme on ne connaît pas la date qui va nous être proposée de rendez-vous, on a préféré avoir des binômes pour, bien sûr, vous êtes des professions avec beaucoup de contraintes au niveau de vos plannings et vos emplois du temps. Voilà, donc vous êtes engagé dans cette action. Je voulais savoir quelle vision, quelle vue vous avez de cette action et voilà, ce que vous en pensez. Je vais essayer de ne pas être pessimiste. Ce n'est pas le but. Alors d'abord, pourquoi le gouvernement n'a pas été dans un schéma descendant, c'est-à-dire en allant consulter des collectifs de parents, des fédérations de parents d'élèves, des choses comme ça? C'est justement tout l'objet de la loi d'état d'urgence, fut-elle sanitaire,
c'est de se passer le débat parlementaire. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on claque tout en haut un état d'urgence sanitaire, eh bien, toutes les mesures qui sont prises, que ce soit des mesures de confinement, des mesures de couvre-feu, des mesures d'obligation de port de masque, de choses comme ça, sont des décrets, voire des arrêtés pris par les préfets. Et donc, il n'y a plus de débat au niveau des deux assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale d'un côté, le Sénat de l'autre. Donc, la parole des représentants du peuple, que sont les parlementaires, les 577 d'un côté, 343 de l'autre, elle est coupée. Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs de la problématique de ce qu'on appelle l'état de droit. Qu'est-ce que c'est que l'état de droit? L'état de droit, c'est un état qui est constitué de trois forces. L'exécutif, donc le gouvernement, le législatif, c'est-à-dire le Parlement en France, et le judiciaire, c'est-à-dire les tribunaux qui vont contrôler la proportionnalité, la légalité, etc., de toutes les mesures qui ont été prises. Donc on a toujours l'exécutif, on a toujours le judiciaire, même si malheureusement il rend beaucoup de décisions qui nous sont défavorables, mais en tout cas il existe, donc on peut toujours le saisir. C'est pour ça qu'on ne peut pas totalement considérer qu'on est dans un système dictatorial, parce que dans un système dictatorial, vous ne pouvez pas saisir la justice. Et d'ailleurs, les avocats n'existent pas dans un système dictatorial, ou alors ce sont des employés de l'État, c'est un peu différent. Et ça, d'ailleurs, juste sur ce point-là, je pense que c'est une mauvaise stratégie de communication que de dire que nous sommes déjà en dictature. Du coup, ça décourage les personnes qui voudraient éventuellement entrer dans l'action. Ouais, mais vous ne pouvez pas enlever le sentiment de colère ou de ras-le-bol des gens. C'est-à-dire que il faut se rappeler un petit peu du contexte dans lequel est née cette crise sanitaire ou cette épidémie, en France en particulier. C'est qu'il y a eu 1 an et demi de manifestations des Gilets jaunes, il y a eu 2 mois et demi à peu près de manifestations contre l'uniformisation des systèmes de retraite, et juste après on a enclenché là-dedans. Donc le ras-le-bol et la colère finalement de beaucoup de gens dans la population était déjà présent avant même l'épidémie. Quand vous rajoutez à ça l'épidémie avec les conséquences économiques pour beaucoup de gens, des gens qui ont perdu leur boulot, des gens qui sont en chômage partiel qui touchent 80 ou 70% de leur rémunération, des indépendants qui touchent pour ainsi dire rien, des gens qui se sont endettés ou qui ont tout simplement bouffé le petit pactole qu'ils ont récupéré depuis 15 ans, 20 ans qu'ils avaient lancé leur activité. Tous ces gens-là, ils sont, c'est une cocotte minute, c'est-à-dire que le jour où ça va ouvrir, ça va vraiment péter. Donc, cette espèce d'amalgame en se disant c'est une dictature, elle est inévitable, et à titre personnel, ça m'arrive d'employer ce terme en disant qu'on vit vraiment dans une dictature sanitaire, ou en tout cas dans un schéma qui, au nom de la santé, nous empêche quand même beaucoup de nos libertés qui, elles, ont été durement gagnées. Pour en revenir à votre question, oui, je m'y suis inscrit, d'abord parce que par rapport à mes deux confrères, je suis un peu plus âgé et j'ai eu dans ma vie antérieure l'occasion de m'adresser à des élus, des députés, des sénateurs ou des préfets, même très jeunes dans ma vie. Donc, je n'ai pas de crainte particulière à aller porter la parole qui me semble être légitime devant des gens comme ça. Je pense que c'est utile, mais moi, j'ai toujours considéré que quand on est opposé à quelque chose qui nous est imposé comme cette matière-là, il y a plusieurs manières de mener un combat. Il y a la manière juridique, c'est ce qu'on a essayé de faire. Il y a évidemment la manière de manifestation, c'est-à-dire aller dans la rue, descendre, manifester, si possible sans violence, et puis parfois il y a des excès avec des violences. Et puis il y a la troisième manière qui est une manière médiatique. Finalement, le combat que vous allez mener en demandant préalablement aux parlementaires et ensuite éventuellement dans un cabinet ministériel, parce qu'il y a peu de chances qu'on soit reçu directement, soit par Blanquer, soit par Véran, ou par des directeurs de câbles ou des choses comme ça, pourquoi pas. Ça doit être relayé évidemment médiatiquement pour que les médias se saisissent de ça et qu'on montre réellement dans les médias, je dirais, classiques, qu'il n'y a pas une uniformisation et un accord global des gens sur le sujet particulier du port des masques des enfants. Aujourd'hui, ce sujet, quand vous regardez la télévision, vous écoutez les chaînes de radio ou vous lisez les journaux principaux, Libé, l'Express, Le Point ou je ne sais quoi, en fait, c'est jamais mis en avant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est devenu une habitude, que les enfants se sont, d'ailleurs c'est très justement dit dans les ordonnances du Conseil d'État, les enfants finissent par s'habituer assez rapidement, ils sont adaptables, et donc il n'y a pas véritablement de contestation sur cette mesure. Or, vous êtes la démonstration même qu'il y a une contestation, puisque
lorsqu'on a échangé entre nous, vous nous disiez que l'ensemble des collectifs, c'était à peu près 1 million de personnes. Donc, il y a déjà au minimum 1 demi-million de personnes qui sont contre ces mesures, plus tous les gens qui ne sont pas dans ces collectifs, c'est-à-dire que, je ne vais pas dire que c'est majoritaire, mais enfin, il y a une minorité qui commence à être un peu visible. Donc, ça veut dire que ce n'est pas aussi accepté qu'on voudrait nous le faire croire. Donc, le fait d'aller porter une parole me semble être un combat à mener, c'est-à-dire qu'en fait, un combat, il doit avoir plusieurs armes, et toutes les armes mises bout à bout, on peut espérer que la tendance s'inverse un petit peu. Je finis juste, pardon, je suis un peu long, c'est un peu comme il y a plusieurs avocats ou groupes d'avocats qui sont dans tous ces combats. Il y a Brusa qu'on ne présente plus, il y a Séverine Malat dont vous avez parlé, il y a Divisio de l'autre côté, il y a nous. Bon, on n'est pas concurrents, on est complémentaires. Ce que fait Brusa, puisque c'est le plus connu, c'est celui qui a créé une association et qui a amalgamé autour de lui, je crois, à peu près 37 000 ou 38 000 personnes. C'est un combat pénal. Il a voulu faire un combat pénal. Il a commencé par dire on va contester les amendes. Une amende, c'est une sanction pénale. C'est la sanction pénale du non-respect d'une mesure qui a été prise sur le plan administratif. C'est-à-dire que c'est comme un PV quand vous faites un excès de vitesse. C'est la sanction d'un délit, en tout cas d'une contravention, on va dire. Ce combat-là, il est juste, il est noble. C'est pas le nôtre. C'est un peu différent. Derrière, à partir de ces contestations d'amende, il a dit, moi, je vais faire maintenant une attaque pénale pour dire qu'il y a une mise en danger de la vie d'autrui, pour dire que les ministres sont responsables pénalement de telle chose, de telle chose, de telle chose. Moi, je comprends ce combat. C'est pas le mien, c'est pas le nôtre, avec Clarisse et avec David, parce qu'on considère qu'il y a eu un exemple dans l'histoire qui s'est mené comme ça, c'est l'histoire du sang contaminé, et qu'au final, le sang contaminé, il y a une énorme action pénale qui a été mise en œuvre par des gens non pas qui ont été mal soignés ou qui ont été privés de telle ou telle liberté, des gens qui en sont morts véritablement. C'est-à-dire que le sang contaminé, c'est j'ai reçu une transfusion sanguine et j'en suis mort. Donc c'est grave. Et là, sur cette mise en danger de la vie d'autrui, le résultat, après 8 ans d'instruction de dossiers et des plaintes qui ont été déposées par milliers, ça a été quoi? Ça a été Jean-Michel Garetta, qui était le directeur de la santé de l'époque, l'établissement français du sang, l'équivalent du professeur Salomon, qui a été radié et qui a pris 2 ans de prison avec sursis. Tous les ministres sont passés au travers. Donc pour moi, cette action, elle est extrêmement chronophage, elle prend beaucoup, beaucoup de temps, elle va nécessiter énormément d'investissement en temps, en force, en détermination, mais je crains, et c'est mon opinion personnelle, je ne demande pas aux autres de la partager, je crains qu'elle, malheureusement, elle ne mène à rien. L'action qu'on mène, nous, pour l'instant, force est de constater que devant les juridictions administratives, on a perdu, c'est vrai, ça c'est la réalité. Mais il reste encore 2 étages. Et les étages supranationaux sont des étages qui sont très peu utilisés par la France en général, par les avocats français. Les juridictions européennes, il faut savoir, enfin Clarisse vous en parlera, mais il y a plus de 70% des avocats qui vont devant les juridictions européennes, ce n'est pas des Français. C'est des Belges, des Anglais, des Hollandais, mais c'est très peu de Français. Les Français, ils ne vont pas. Voilà. On n'aime pas l'Europe, dans sa conception générale. Et il faut utiliser l'Europe parce que les principales évolutions juridiques qu'il y a eu au cours des 20 dernières années viennent de l'Europe. D'accord. Voilà. Oui, alors moi, nous, dans notre collectif, on est partie civile sur Réaction 19 avec la plainte pénale que Brusa, donc Carlo Alberto Brusa, maître Brusa a déposée. En fait, moi, je pense que les attaques venant de toutes parts, c'est de toute façon bien, parce qu'on va, à force, on va commencer à effriter un petit peu cette carapace qui se dresse devant nous. Donc, il me semble, moi je ne suis pas une juriste, mais c'est porteur d'espoir. Donc, en fait, nous, on vous suit sur le côté administratif, juridique, administratif. On suit Brusa sur le côté pénal parce que pour nous, en tant que parents, c'est une souffrance en fait de voir nos enfants derrière ce masque. D'ailleurs, je veux vous raconter une petite anecdote avant de donner la parole à David. C'est que c'est une maman
qui avait confectionné un masque à sa fille qui ne supportait pas le masque à l'école. Donc, elle en a confectionné un avec un tissu un peu plus qui laisse plus passer l'air et du coup dans lequel elle pouvait plus respirer. L'enfant qui est donc qui a 8 ans, donc c'est du CE2, enfin on parle d'enfants voilà, vraiment petits en primaire. Et les maîtresses sont tombées dessus à cette maman et dans la classe, en fait, elles ont commencé à reprendre la maman devant tous les autres enfants en disant mais ça, c'est pas un masque aux normes, là, on vous acceptera pas l'enfant avec ce masque. Et il y a un garçon qui s'est levé dans la classe, il a dit oui, elle a raison, la maîtresse, un bon masque, c'est un masque qui doit t'étouffer. Presque, tu aurais envie, tu as l'impression de mourir. Et moi, je trouve ces paroles d'enfant extrêmement violentes, en fait. Et c'est comme ça aussi que ça a été ressenti par cette maman. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces enfants qui ne parlent pas, et comme tout à l'heure vous disiez, ils sont adaptables, mais en fait, on ne leur demande pas, on leur impose et ils le vivent en fait, comme si les parents aujourd'hui demandent à ce que leurs enfants soient étouffés. Ça veut dire qu'eux, ils le prennent psychologiquement comme une demande à souffrir, en fait. Et ça, c'est le côté psychologique que c'est la psychologue qui est dans notre regroupement, donc va expliquer sur un autre live, mais c'est très violent. Et donc, David, si tu peux aussi donner, si vous pouvez donner aussi le ressenti sur cette action que l'on est en train de mener d'un point de vue d'avocat, de juriste. Alors, d'un point de vue d'avocat, effectivement, on a déjà un petit peu, comment dire, il y a une décision très importante du Conseil d'État qui a été rendue le 22 décembre 2020. La requête que j'avais déposée en avril 2020 est effectivement, à quelques exceptions près, quasiment conforme aux requêtes qu'on a ensuite engagées pour nos restaurateurs, nos discothèques, nos gérants de salles de sport, etc., etc. Dedans, on a demandé à ce qu'il y ait donc un avis interprétatif auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on demande au Conseil d'État, compte tenu de toutes les restrictions qu'il y a eu depuis le début du confinement, de saisir à titre préventif la Cour européenne des droits de l'homme pour qu'elle puisse donner son avis et que l'on puisse déterminer si effectivement il y a une méconnaissance des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme. Le 22 décembre 2020, le Conseil d'État a rendu son premier arrêt qui, je pense, donnera suite au courant du premier semestre 2021 à d'autres arrêts sur la question du confinement et notamment des fermetures administratives. Le Conseil d'État ne répond pas à cette question, c'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a même pas de motivation à donner, il ne saisira pas à titre préventif la Cour européenne des droits de l'homme. Bon, c'est surprenant, ça laisse quand même un peu pantois, sachant aujourd'hui notamment qu'on n'a jamais eu dans l'histoire moderne de notre société de telles restrictions dans le passé. Nécessairement, il y a aussi un travail pédagogique, c'est-à-dire que hier, j'étais à Nîmes, j'ai parlé, j'ai exposé un petit peu l'objectif de Click & Requête et de dire que voilà, l'action ne s'arrête pas devant le Conseil d'État. C'est compliqué d'essayer d'expliquer à des personnes qui sont non juristes l'intérêt déjà d'une part de cette procédure et puis la différence qu'il y a entre déposer une requête devant le Conseil d'État via l'application Click & Requête et saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Quelques infos comme ça, vous avez en fait un formulaire à remplir pour la Cour européenne des droits de l'homme, vous êtes limité dans l'argumentation puisque le formulaire fait 13 pages. Donc vous allez devoir être extrêmement succinct. Donc il faut reprendre bien entendu toute l'argumentation que vous avez fait devant le Conseil d'État. Également, autre spécificité, il faut que les requêtes déposées devant le Conseil d'État aient aussi un argumentaire concernant des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque la Cour européenne des droits de l'homme ne pourra se pencher que sur les dispositions qui ont été invoquées dans la requête. Importance, j'attire votre attention sur le fait qu'il est important donc de déposer les requêtes de Click & Requête, puisqu'il y a déjà un argumentaire adapté pour la saisine devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je pense qu'une fois qu'on aura vulgarisé finalement cette action devant la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on présentera finalement l'intérêt de cette action et la manière dont on peut accéder à cette juridiction, je pense qu'effectivement cette action, tout le monde y verra l'avantage de celle-ci, à savoir notamment sur l'indépendance et l'impartialité. Frédéric l'a dit tout à l'heure,
Lorsque nous sommes allés au Conseil d'État pour la question des restaurateurs en mai 2020, le Conseil d'État a quand même joué la montre avec nous et a rendu une décision 19 jours plus tard, là où, en temps normal, il rend une décision en 48 heures. Et ce, afin finalement de n'avoir plus rien à juger, puisque le 10 juin 2020, lorsqu'on a demandé la réouverture des restaurants, ces derniers étaient déjà réouverts. Donc, vous voyez bien que d'avoir joué la montre nous a laissé quand même le sentiment que nous n'avions pas bénéficié parfaitement d'une juridiction impartiale et indépendante. Ce qui veut dire que nécessairement, il faudra aller devant une juridiction internationale qui, elle, n'a pas d'intérêt particulier à condamner la France ou à ne pas la condamner, qui aura une vision qui sera sur plusieurs États. On le voit, les différents États de l'Union européenne et soumis à la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme n'ont pas géré la pandémie de la même manière. Toutes les restrictions n'ont pas été aussi importantes qu'en France. Et donc, cette vision internationale, elle va donner forcément un peu de recul pour les magistrats de la Cour européenne des droits de l'homme qui seront amenés à regarder si effectivement, dans la situation française, nous ne serions pas allés un peu plus loin que ce qui était nécessaire dans le cadre de cette pandémie. Rappelons qu'il s'agit quand même d'un virus dont le taux de létalité est de 0,05%. Alors bien entendu, il y a des personnes qui meurent, très malheureusement, c'est la réalité. Maintenant, la question, c'est est-ce que ce taux de létalité et de l'importance de ce virus justifiait toutes les restrictions de liberté que nous avons eues, et notamment sur le port du masque pour les enfants. On le voit, les chiffres de Santé publique France et de l'ARS que l'on a publiés depuis le mois de mars 2020, au début de la pandémie, ont démontré, et on parlait de 3 décès d'enfants entre 3 ans et 15 ans. Et pour ces 3 décès, on n'a pas d'informations particulières sur leur état de santé antérieurement. C'est-à-dire, on ne sait pas s'ils sont morts à cause du Covid ou avec le Covid. Donc, on le voit, dès lors qu'on est sur une mesure qui laisse quand même, on va dire, inquiet sur la pertinence de cette mesure, nécessairement, il faut que le combat que l'on mène aille jusqu'au bout, puisque c'est important pour les générations futures de comprendre que à chaque pandémie, à chaque crise sanitaire, le gouvernement ne peut pas toujours tout faire et faire n'importe quoi. Je pense que c'est important aussi de le faire pour les générations futures, d'avoir, si on peut appeler, des lignes conductrices pour les États lorsqu'il y a une crise sanitaire. On le voit, il y en aura d'autres. En tout cas, on nous prépare psychologiquement à d'autres crises sanitaires. Et le projet de loi sur la pérennisation des outils de gestion de crise démontre bien qu'à l'avenir, s'il faut fermer d'autres commerces, s'il faut confiner toute la population et imposer les masques à toute une population, ce sera aussi facile que d'acheter une baguette de pain. Et nécessairement, si on ne porte jamais cette question devant une juridiction internationale, alors il n'y aura véritablement aucune limite pour tous les gouvernants qui pourraient être amenés un jour à devoir prendre de telles décisions. Oui, vous avez tout à fait raison. Et moi, ce que je dirais, c'est que le silence vaut acceptation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous laissons passer justement ces restrictions de liberté, c'est comme si nous donnions en fait nous-mêmes plein pouvoir aux décisionnaires pour qu'ils puissent en fait s'étaler encore un peu plus sur nos vies privées, sur nos libertés. Donc, je vous remercie beaucoup en fait d'être engagé à nos côtés dans la défense de nos libertés et surtout aujourd'hui pour la protection de nos enfants, pour essayer de faire en sorte que nous arrivions à faire entendre au gouvernement que le masque pour les enfants, c'est une maltraitance. D'ailleurs, nous avons lancé un hashtag qui s'appelle masque enfant maltraitance légale. Et moi, j'invite tous les parents qui nous regardent à vraiment retweeter, tweeter ce hashtag masque enfant maltraitance légale parce qu'il faut que nous nous fassions entendre. Je vous laisserai donc à tour de rôle tous les 3, en commençant par Clarisse, donner votre mot de fin, le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui à toutes les personnes qui nous regardent. Alors, merci Sheila, je pense que c'était très bien résumé. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour tous ces parents? C'est que il faut garder le cap. Je pense que c'est extrêmement important. Il faut rester concentré en fait sur parce que c'est psychologiquement très fatigant et que chacun des parents est l'avocat de son enfant au final. C'est lui qui le connaît le mieux. Il ne faut pas partir dans une situation
où ce combat mené ne sert à rien. Je pense que c'est ce qu'a dit David, c'est les générations futures nous devons être un exemple pour démontrer que nous devons raisonner au-delà de ce qui est imposé, c'est-à-dire c'est apprendre aussi à nos enfants de réfléchir, de savoir pourquoi ça existe, qu'ils se questionnent. L'idée, c'est pas être dans la vindicative, c'est d'être dans la juste mesure de quelque chose qui doit être défendu. Et nous, on ne défend pas cette cause des enfants parce que sans raison, on le fait parce que on voit déjà qu'au niveau de l'adulte, c'est déjà extrêmement compliqué psychologiquement de pouvoir vivre cette crise sanitaire. Et donc, on ose imaginer la difficulté d'un enfant à comprendre ce qui lui arrive. Et si on construit un enfant dans une peur, et je peux vous dire que c'est ça aussi qui nous fait énormément réagir, nous, en tant qu'avocats, c'est-à-dire construire sur la peur l'avenir d'un enfant, c'est jamais bon. Il faut qu'il soit serein. Pour qu'il soit serein, il faut effectivement qu'il y ait des actions judiciaires qui soient menées en son nom, dans un argument juridique raisonnable, c'est-à-dire sans faire de la politique, mais justement essayer de trouver les moyens d'échanger. Pour l'instant, on est dans l'absence d'échange, mais ça arrivera forcément à un moment ou à un autre que la parole soit prise. Et puis aussi dans un moment de pédagogie. Donc les parents doivent aussi beaucoup parler avec les enfants. Et aussi que nous, on puisse démontrer aussi que effectivement, les professionnels du droit sont aussi derrière leurs parents. Je pense que c'est ça qui est extrêmement important et qu'on veut mettre en avant dans ce combat qui est un combat effectivement compliqué. Ce n'est pas né de la crise sanitaire, hein, tout ce qu'on vit aujourd'hui. Cette restriction de liberté, je pourrais vous faire un état de votre situation en termes de liberté du moment où vous levez le pied de votre lit jusqu'au moment où vous vous couchez le soir. Vous êtes régi depuis une quarantaine d'années par un certain nombre de règles qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus restrictives. Donc là, ça nous éclate au visage. Ça concerne nos enfants. Et on veut se battre sur ce point de vue-là parce que c'est nécessaire et c'est indispensable. Je pense qu'il faut absolument ne jamais lâcher. Oui, merci beaucoup, Clarisse. Frédéric, en fait, je pense que Clarisse a donné un joli message d'espoir et de ligne à suivre. Moi, ce que j'aimerais, c'est que là, on m'a fait remonter une question. Du coup, je vais peut-être vous la poser. Donc, des actions en justice sont également menées dans d'autres pays. Des avocats américains ont choisi aussi des stratégies devant les cours internationales. Est-ce que vous êtes au courant de ces actions? En fait, l'épidémie étant devenue une pandémie, donc étant internationale, on va dire, et principalement, en tout cas, c'est ce qu'on entend, on va dire occidentale, c'est-à-dire qu'en fait, le continent dont on ne parle pas du tout, c'est l'Afrique. Alors, soit ils ne sont pas touchés, soit ils n'ont pas les systèmes de comptage qui permettent de définir précisément l'ampleur ou les conséquences de cette épidémie. En tout cas, dans tous les pays occidentaux, il y a cette épidémie qui est gérée pays par pays de manière différente. Si on se contente de regarder l'Union européenne, les 27 pays de l'Union européenne, il y a des stratégies qui ont été totalement différentes. La France n'a pas fait la même stratégie que l'Espagne ou que l'Italie ou que l'Allemagne ou que l'Angleterre, bien évidemment. Si je prends l'exemple des masques pour les enfants, en Angleterre, le masque pour les enfants, et le masque d'ailleurs en général à l'extérieur, est recommandé, il n'est en aucune façon obligatoire. À partir du moment où il est recommandé, il appartient à chaque personne de se dire j'ai envie de me protéger, je me protège, ou je pense que ça ne sert à rien, cette maladie, c'est pas grave finalement parce qu'elle touche des gens qui ont 84 ou 85 ans et plus, et donc moi je ne suis pas concerné, donc je ne le mets pas. Donc en Angleterre, on a agi sur la responsabilité individuelle. En France, on a agi de manière collective en disant parce que j'ai eu 3 cas d'enfants, je mets 12 millions d'élèves avec des masques sur le visage. Bon, c'est des choix qui sont différents. Aux États-Unis, puisque vous posez le problème des États-Unis, la France a été assez critique médiatiquement et politiquement sur la gestion de la crise sanitaire par l'administration de Trump, tout simplement parce qu'on est critique vis-à-vis de Trump. Moi, je ne fais pas de politique, je m'en fous, je ne suis pas américain. Mais les États-Unis, c'est un pays qui est fédéral, c'est-à-dire qu'il y a 50 États et chacun des États, comme l'Allemagne avec les Länder, comme la Suisse avec les cantons, chaque pays définit sa propre politique de santé.
Et d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec l'Union européenne. L'Union européenne, c'est 27 pays, c'est comme si c'était 27 États, et chaque État définit sa politique sanitaire. Donc les États-Unis, c'est la Californie et l'Alaska, ou l'Alabama ou la Floride, ne vont pas agir de la même manière, et c'est pas le pouvoir fédéral, c'est-à-dire l'administration Trump ou l'administration Biden demain, qui va déterminer, on confine, on met le masque partout, etc. Donc lorsqu'il y a des recours aux États-Unis, il y a évidemment des recours sur des juridictions d'État, c'est-à-dire la Cour suprême de l'État d'Alabama ou de l'État de Californie, etc. Puis ensuite, il y a des recours au niveau des cours fédérales, donc des cours suprêmes fédérales, l'équivalent de notre Conseil d'État, si vous voulez, ou de la CEDH, si on prend l'exemple amalgamé de plusieurs États. Et puis ensuite, sur le domaine pénal, et uniquement sur le domaine pénal, on a la même chose en France, on peut aller devant une cour pénale internationale, qui existe d'ailleurs, la CPI, et chaque pays ou chaque citoyen qui a le sentiment d'avoir été injustement traité sur le plan pénal, une fois que tous les recours nationaux ont été épuisés, peut aller chercher une réponse qu'il espère différente devant une cour pénale internationale. Encore une fois, l'aspect pénal dans la matière dont on parle, il est très compliqué, parce qu'en matière pénale, il faut deux éléments qui sont fondamentaux. La matérialité du délit ou du crime qui a été commis. Donc, j'ai entaché la santé de tel ou tel enfant ou de tous les enfants, ou je les ai psychologiquement abîmés ou détériorés. Mais il y a le deuxième aspect qui est autrement aussi important, qui est l'intentionnalité. C'est-à-dire, est-ce que l'État, quand il a dit en France, vous allez mettre vos masques, enfin, les enfants vont mettre des masques à partir de 6 ans, avait l'intention de produire des effets néfastes sur le plan psychologique pour les enfants? La réponse est évidemment non. Non, mais nous, on peut faire le remonter. Oui, oui, je suis d'accord. Mais sur l'aspect pénal, ce que je veux dire par là, oui, vous n'avez pas la réunion des deux, c'est-à-dire la matérialité de ce que vous reprochez et l'intentionnalité de ce que vous reprochez, il va être difficile de dire l'État est responsable pénalement. Il y aura peut-être une responsabilité indirecte, involontaire, mais il y aura pas. Ouais, enfin, pour rebondir sur ce que dit Frédéric, on est au courant de tout ce qui se passe aussi, dans la mesure de ce qu'on peut échanger entre confrères. On sait qu'il y a des avocats allemands aussi qui se battent. Nous, on fait partie tous les trois d'un réseau européen d'avocats. On est donc toutes les semaines en discussion avec des avocats anglais, des avocats belges, des avocats espagnols. Donc, ce qui se passe en France a de la résonance dans tous les pays. Aux États-Unis, c'est très particulier, notamment dans tous les pays qui sont en droit anglo-saxon. Ils n'ont pas les mêmes actions que nous, avec des class actions qui sont très différentes des nôtres. Donc, on a la sensibilité de savoir ce qui se passe de l'autre côté, effectivement, de l'Atlantique. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas forcément comparer, puisque ce n'est pas totalement comparable. Il n'y a pas d'organisation en fait juridique ou un espèce de comité des sages mondial qui viendrait dire, comme un peu l'OMS, attention aux libertés dans chacun des pays. Après, on fait attention effectivement. Pardon Clarisse, il y a des pays qui ont instauré un petit peu comme en France, nous on a le Haut Conseil de la santé publique. Il y a des pays qui, à l'intérieur de ces comités de sachants ou de sages, ont mis non seulement des médecins, des psychologues, des psychiatres, enfin tout le domaine de la santé au sens large, la santé biologique et la santé psychologique et mentale. Ils ont aussi inclus des juristes. Pourquoi? Parce que la bonne gestion ou la saine gestion, c'est justement le délicat et difficile équilibre entre tout pour la santé ou tout pour les libertés. C'est-à-dire mettre une espèce de balance en disant oui, la santé c'est important, et la santé, il faut le rappeler, la santé n'est pas qu'une santé biologique, c'est-à-dire que c'est pas j'ai pas de rhume ou j'ai pas de Covid, c'est aussi je n'ai pas de lésions psychologiques ou psychanalytiques qui derrière vont faire de moi quelqu'un de très difficile à insérer. Si je prends l'exemple du masque pour les enfants, ou au sens général de la jeunesse telle qu'elle est traitée par cette crise-là. On a les enfants de 6 ans à 11 ans qui doivent avoir un masque obligatoire à l'école. On a les enfants de 11 ans jusqu'à 18 ans, enfin au collège et au lycée, qui doivent avoir un masque obligatoire toute la journée. On a les enfants, les jeunes qui font des études supérieures. Moi, je suis concerné, j'ai mon fils aîné qui est en fac à Paris. Il n'a pas été en cours depuis le 14 mars dernier. Ça veut dire que tous ces jeunes-là, et mon fils ne fait pas partie des gens particulièrement défavorisés, je dirais, tous ces jeunes-là
qui ne peuvent pas trouver de travail parce que les restaurants sont fermés, parce qu'il n'y a plus de petits boulots, parce que les boîtes de nuit, ils ne peuvent pas y aller pour bosser, hein, je ne parle pas pour aller danser, parce qu'ils ont des difficultés pour pouvoir se loger, parce que leurs parents ont des difficultés financières qui fait qu'ils ne peuvent moins les aider ou qu'ils ne peuvent pas autant les aider, et qui n'ont plus de cours, ou plus en tout cas suffisamment de cours, parce que face à eux, il y a des enseignants dont certains sont irréprochables, et c'est très bien, et puis d'autres se disent, bah, finalement, moi que je travaille ou je ne travaille pas, je suis payé, donc qui ont tendance à profiter du vide qui est constaté par ce phénomène pour bosser le moins possible, voire pour ne pas bosser du tout. Moi, j'ai mon fils qui, il y a un prof parmi tous les profs qu'il a, il ne l'a pas vu depuis le mois de mars dernier. Il ne l'a pas vu ni même en Zoom. C'est-à-dire que la matière, elle n'existe plus. Quand vous voyez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plan d'une nation, on a fait le choix, l'État a fait le choix de dire on va protéger les gens âgés, les gens qui sont malades, qui ont une comorbidité, etc., de manière impérative, au détriment de toute la jeunesse, de 6 à 22 ans ou 24 ans ou 25 ans, alors que cette jeunesse, c'est l'avenir, c'est la force vive de demain. Alors je ne dis pas qu'il faut faire un choix en disant on laisse mourir les vieux et on protège les jeunes, mais il faut trouver un équilibre. Et l'équilibre, c'est jamais faire le choix radical d'une par rapport à une autre des catégories. Il faut essayer tant bien que faire. Vous savez, Sheila, pour conclure, ce que je pensais à ça, et c'était une idée qu'on avait partagée avec David et Frédéric, pour les enfants, vous savez, de la même manière que, et c'est une idée de Frédéric d'ailleurs, sur la même manière que les gens avaient applaudi de manière avec une espèce de servitude ordinaire la totalité des soignants, il y a quelque chose que pourraient faire tous les collectifs de parents, parce que vous êtes quand même un certain nombre et nombreux, c'est d'essayer de trouver un moyen d'avoir une espèce de message médiatique, enfin pour les enfants. Alors, ça peut être des applaudissements pour les enfants, ça peut être quelque chose, mais il va falloir que tout un chacun réfléchisse une espèce de manifestation numérique. On en avait déjà parlé dans Action 21 d'ailleurs, qui doit être menée aussi, parce que le problème de tout ça, c'est que on voit bien la limite. L'être humain aujourd'hui dans ce qu'on vit n'est finalement attiré que parce qu'il fait sensation, du sensationnel. Et aujourd'hui, les enfants, bah, c'est quelque chose qui est important, mais médiatiquement, ce n'est pas quelque chose qui est énormément mis en avant dans la crise sanitaire. Donc, il faut trouver un moyen aussi médiatique d'attirer l'attention par quelque chose qui peut être un geste fort. Donc, je vous laisse la réflexion là-dessus, Sheila, mais c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place. Il ne faut pas oublier que toute l'action qui est menée par le gouvernement, je fais une toute petite aparté politique, depuis le mois de mars, c'est une action qui est basée, qui est ancrée, même solidement ancrée, sur des actions de communication. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une mesure de restriction de liberté complémentaire par rapport à celle qui existe. Je prends un exemple très bête. En ce moment, on est en train de nous dire, attention, il y a des régions où c'est un peu plus grave que d'autres régions, des départements où ça commence à noircir, à rougir, machin, etc. Alors que les chiffres que vous regardez sur Santé publique France, ils sont relativement étals. Ils n'ont pas beaucoup bougé depuis un mois. Bon. Moi, je vais vous donner un petit chiffre. Dans le Rhône, nous sommes 2 millions alors je ne sais plus c'est Rhône ou Rhône-Alpes, mais nous sommes 2 millions d'habitants. Et sur la semaine passée, il y a eu 13 morts. Bon, voilà. Donc en fait, on a changé le thermomètre au fil des mois. C'est-à-dire qu'au début, il y avait le nombre de gens qui étaient en réanimation. Et c'était pourquoi on a fait un confinement? Parce que les réanimations au sens large étaient saturées. Donc on a fait un confinement parce que le chiffre des gens en réanimation était trop important. Après, on est passé sur le chiffre des morts. Et tous les soirs, on avait ce petit professeur Salomon qui venait en nous disant voilà, il y a eu 343 morts, 1222, machin, etc. Et donc, c'était effrayant. Ce comptage systématique et quotidien était effrayant. On se disait non, on va. Et puis après, il y a eu le nombre de nouveaux cas. Attention, dans le nombre de nouveaux cas, il y a des gens qui vont se faire tester 2 fois, 3 fois, 4 fois. Oui. Et donc, en fait, il y a des employeurs qui demandent un test toutes les semaines aussi. Exactement. Donc, et puis, le nombre de gens qui sont testés ne veut pas dire qu'ils vont être malades. C'est-à-dire qu'il y a déjà un taux de létalité qui est faible sur les gens malades. Mais en plus, le nombre de gens malades sur le nombre de la population en général, il est infinitésimal. C'est-à-dire que le nombre de létalité par rapport à un individu comme moi, il est epsilonien, on va dire. Donc,
tous ces critères changent en fonction de la direction vers laquelle veut aller le gouvernement. On a parlé pendant très longtemps, pendant des semaines et des semaines, des clusters. Il y a 350 clusters, machin, etc. On ne parle plus du tout de clusters. Aujourd'hui, le seul chiffre, c'est parce que Macron a dit à 5000 cas par jour, on débloquera tout. Le cas, aujourd'hui, c'est combien il y a de cas nouveaux. Alors, vous prenez l'exemple des vacances de Noël. Les vacances de Noël, les gens, pour pouvoir aller dans leur famille, parce qu'on leur a fait peur, ils sont allés se faire tester en masse. Du coup, la semaine qui a précédé Noël, c'est assez rigolo comme chiffre, il y a eu 10% de plus de nombre de gens contaminés, mais il y a eu 14% de plus de gens testés. Donc au final, si vous prenez non pas en valeur relative, mais en valeur absolue, il y a eu moins de gens positifs si on avait fait le même nombre de tests. Donc en fait, les chiffres étaient artificiellement augmentés par le fait que beaucoup plus de gens allaient se faire tester. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce à quoi on assiste malheureusement, c'est qu'on est animé par la peur. La peur, c'est ce qui permet au gouvernement de prendre des mesures qui sont de plus en plus restrictives. Et on le voit d'ailleurs au quotidien dans la rue, c'est un constat basique. Il n'y a pas besoin d'être juriste ou quoi que ce soit, c'est un constat de citoyen. Moi, quand je sors dans la rue, tout le monde met son masque. Il y a même des gens dans des voitures qui sont tout seuls qui ont un masque. Le masque est devenu un réflexe comme mettre une paire de chaussettes le matin. Donc, le fait est que pour les enfants, pour en revenir au sujet qui vous préoccupe tous, pour les enfants, la plupart des familles, même si ça leur hérisse le poil de devoir mettre un masque ou un bâillon, on va l'appeler comme ça, à leur gamin le matin pour aller à l'école, ils le mettent parce que s'ils ne le mettent pas, je vais avoir des problèmes avec l'enseignant, je vais avoir des problèmes avec le proviseur, je vais avoir des problèmes avec l'académie. Et finalement, mon gamin, il va être un petit peu stigmatisé par tous les autres gamins parce que oui, complètement. Voilà, complètement. Le nombre fait l'adhésion. Et c'est comme ça que se passent, malheureusement, les restrictions de liberté dans l'histoire. Vous voyez, dans tous les pans de l'histoire, vous voyez que les gens ont accepté des choses qui, fondamentalement, étaient inacceptables. Ouais. Mais nous, on ne va pas accepter. Du coup, on est déterminés et on est très content de vous avoir. Et du coup, je laisserai le mot de la fin à David. Et je vous remercie vraiment d'avoir été avec nous. Donc, merci David, s'il vous plaît. C'est difficile de faire mieux que ce que Frédéric vient de dire à l'instant. C'était remarquablement éloquent. Je serai assez simple. Moi, je l'ai dit à Nîmes, TCC. Téléchargez les requêtes, utilisez-les, elles sont sur le site, elles sont en libre accès. Et contribuez, s'il vous plaît. Voilà, TCC, contribuez, puisqu'effectivement, c'est de la solidarité, c'est sur notre temps libre, et c'est vrai que la contribution nous permet de continuer nos efforts. Il y aura de nouvelles restrictions, il y aura de nouveaux décrets, il faut qu'on puisse produire de nouvelles requêtes, et effectivement, contribuer, ça va nous aider. Et enfin, contester, c'est-à-dire porter l'action devant les juridictions, soit le Conseil d'État, soit les tribunaux administratifs. Donc, ne vous contentez pas seulement de télécharger, remplissez-la, individualisez-la, utilisez les informations qu'on vous met à disposition. Lorsque vous téléchargez une requête, vous avez un mode opératoire et on a fait également une vidéo sur le site clickandrequête.com, ce qui vous permet donc d'être aidé, assisté dans le dépôt de votre requête. Tout se fait en ligne, donc n'hésitez pas, TCC. D'accord. Bien, merci beaucoup, Clarisse, Frédéric et David. On va de toute façon vous retrouver puisque nous allons mener des combats ensemble et aujourd'hui, nous sommes alliés dans ce combat aujourd'hui qui concerne nos enfants. Je vous remercie encore énormément et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Céline, merci pour cette organisation. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.